Bonsoir Eric et merci d'être avec nous ce soir et d'avoir répondu à mon invitation. Bonsoir Thomas, merci de m'avoir invité. Donc, toi, tu es député de la France Insoumise, donc on va évoquer beaucoup de sujets parce que l'actualité elle est riche et malheureusement pas que dans le bon sens du terme. Moi j'aimerais d'abord avoir ta réaction sur ce qui s'est passé hier soir dans le cadre du match de foot avec le Paris Saint-Germain et Beşiktaş, où on a vu des propos racistes d'un arbitre et on a vu des joueurs de foot qui avaient décidé de ne pas reprendre le match, ce qui est quand même un fait inédit puisque dans le passé, quand on suit le foot, on a vu que les matchs continuaient. Est-ce que ça veut dire que même dans ce milieu-là, il y a aujourd'hui une prise de conscience? Bah, écoute, j'ai l'impression, oui, oui. Alors déjà, on a vu, c'était pas seulement sur des questions de racisme, mais des questions aussi de violence policière. Récemment, les tweets de Griezmann, Mbappé au sujet de éclairs qui ont été faits, et c'était assez rare hein, dans le foot. Il y avait d'autres sportifs qui s'étaient exprimés dans le foot plus rarement. Et là, à ma connaissance, depuis Samuel Eto'o en Italie, j'ai pas le souvenir de beaucoup de réactions. Alors, ce qui peut peut-être jouer, parce que je me suis posé la question quand même, pourquoi maintenant peut-être aussi que le fait que les matchs n'aient pas lieu en huis clos, les joueurs entendent peut-être plus ce qui se passe sur un terrain, ce qui autrefois était plus ou moins couvert par le bruit des foules. Peut-être que je me suis dit, voilà, c'est peut-être une explication, mais en tout cas, tout état de cause, c'est il y aura un avant, un après. Parce que là, dans le foot, il y a eu une réaction forte. Et vraiment, je suis vraiment content que les footballeurs des deux équipes aient, entre guillemets, communié dans le même refus du racisme. Alors cette séquence, elle intervient dans un climat qui pour nous de France est particulier puisqu'on a un empilement de lois, on va y venir. Notamment, on ne peut pas passer sous silence la loi sécurité globale. Tu étais dimanche dernier à un rassemblement pour un jeune militant qui a été en garde à vue. On a découvert que dans ce même commissariat, une militante de la CGT avait été en garde à vue, qu'elle avait passé 48 heures et après une nuit au tribunal administratif. On a des décrets qui aujourd'hui vont ficher les gens pour opinion politique, syndicale, religieux. Est-ce que véritablement les gens prennent conscience de la gravité ou est-ce qu'on est un basculement vers un État autoritaire? Est-ce qu'il y a vraiment un risque que la République bascule dans quelque chose de très grave? Bah, en tout cas, il y a une dérive autoritaire, ça c'est sûr. Je pèse mes mots quand je le dis. Alors, une dérive autoritaire, on ne sait jamais où ça s'arrête. Hein, parce que une fois que tu as pris le pli, après, tu mets en branle des mécanismes, des acteurs où tu ne sais pas où ils t'entraînent. Par exemple, très clairement, ce gouvernement a choisi de, de, de s'appuyer sur les syndicats les plus extrêmes de la police depuis les mobilisations des Gilets jaunes des retraites pour faire face, parce c'était son seul, c'était son dernier bouclier, quoi, pour tenir coûte que coûte comme il l'a fait. Et à partir de là, a laissé beaucoup, beaucoup j'allais dire, de liberté et à ce qui s'exprime de manière plus extrême dans la police. Et donc, du coup, ça a des conséquences. Parce qu'on s'aperçoit que quand il s'aperçoit qu'il a été trop loin lui-même, on y reviendra, bah, après, c'est pas si évident. Un épisode. Je ne sais pas si tu te souviens, Castaner, déjà en juin dernier, c'était après la mort de Cédric Chouviat, qui explique qu'il faudrait revenir peut-être sur certaines techniques d'étranglement, qui parle peut-être de l'utilisation effectivement de certaines armes qui n'ont rien à faire dans du maintien de l'ordre. Et puis, troisièmement, qui évoque à l'époque déjà des actes racistes. Bon, c'était timide, mais en peu de temps, il a dû abandonner tout ça. Et puis, il s'est retrouvé quand même en dehors du ministère de l'Intérieur après la réaction de syndicats comme Alliance. Là, on assiste à la même chose. C'est-à-dire qu'on a Darmanin puis Macron qui, cette fois-ci, explique qu'il y a un problème peut-être structurel dans la police, parle de racisme, et manifestement, ça c'est déjà trop pour certains. Moi j'ai appris que la nuit dernière à Nantes, il y a des policiers qui ont en voiture de fonction. Bon, t'imagines, toi tu es bien placé, imagine des cheminots manifester avec une locomotive, tu vois, je veux dire, apparemment on ne sait pas s'ils bossaient ou pas, donc est-ce que c'était une grève, pas une grève, et puis qui ont fait tout un tas de choses que tu ne fais pas quand tu es fonctionnaire de police dans des manifestations non déclarées en plus. Enfin bon. Euh, donc voilà, c'est une inquiétude. Alors, moi, ce que j'observe déjà, une chose, c'est qu'il y a déjà des lois de liberticide, ça c'est clair. Transformation de l'état d'urgence en loi commune.
Le fait de recourir à un maintien de la force disproportionné dans les manifestations ou dans les quartiers populaires, enfin, les choses ont d'abord été faites dans les quartiers populaires, puis maintenant on assiste à ça au mouvement social. Et puis la loi sécurité globale, on va y revenir sûrement, qui est une loi liberticide à bien des aspects, en dehors de l'article 24. Donc oui, je pense qu'il y a une dérive. Jusqu'où s'arrête-t-elle, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que depuis quelque temps, on peut dire que Emmanuel Macron et son gouvernement parlaient Front National, parlaient Rassemblement National en termes de vocabulaire, et commençaient en réalité à appliquer un programme digne du Rassemblement National. D'ailleurs, Madame Le Pen a tenu à dire fort et clair qu'elle soutenait la réforme sécurité globale. Donc moi, je parle de dérive autoritaire, oui. Donc, tu parles de cette loi sécurité globale. Effectivement, on a beaucoup parlé de l'article 24 qui a cristallisé une médiatisation parce qu'effectivement, c'était quand même un danger. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les drones, il y a tout ce qui va avec. Il y a une mobilisation qui va sûrement avoir lieu samedi encore. Euh, Est-ce qu'il y a des risques que ça dérape parce qu'il y a des provocations? Comment c'est ça aussi parce on a l'impression que le gouvernement il joue un jeu de dire aux gens de ne plus aller manifester et avec une intimidation. Et quand on voit ce qui s'est passé avec le préfet allemand qui dit c'est pas le même cas, mais qui donne la protection fonctionnelle à des gens qui ont passé à tabac un producteur de musique, c'est quand même un signal qui est plutôt clair. Ouais, tu as bien résumé la chose. C'est une vraie inquiétude. La question du maintien de l'ordre dans les manifestations, et pour être juste, ça remonte à avant Emmanuel Macron. Ça s'est aggravé, ça remonte à la loi travail, si on se souvient bien, où déjà il y a eu un changement de doctrine policière. Alors, à l'époque, il l'avait fait sous couvert du problème de la question des suites d'attentats. Donc, au nom de ça, on avait expliqué que les manifestations devaient être encadrées par la police, qu'on devait contrôler les sacs des gens qui venaient manifester, etc. Mais déjà, on avait assisté à quelque chose où le droit de manifester était véritablement contraint. Ou alors c'était des manifestations, manif zone, quoi. Bon, je fais référence aux fan zones du foot, hein, c'est-à-dire c'était un peu bizarre déjà. Bon, et après, ça n'a fait que s'amplifier où manifestement le droit constitutionnel, il faut le rappeler, qui est quand même le droit de manifester, est secondaire par rapport à la répression du mouvement et à, j'allais dire, un maintien de l'ordre qui, à certains moments, peut être considéré comme disproportionné. Qu'est-ce que j'entends comme maintien de l'ordre disproportionné? C'est par exemple le rassemblement des exilés à République, où j'étais lundi il y a 2 semaines, où, alors que la foule est totalement pacifique, qu'il n'y a pas de danger pour les policiers, pas de danger pour autrui, pas de danger pour le matériel, il y a quand même une décision qui est prise de évacuer coûte que coûte la place, quelles que soient les conséquences. C'est ça que j'appelle un maintien de l'ordre disproportionné, c'est-à-dire un moment où ce qui va prévaloir, c'est, j'allais dire, le fait que la force publique se fasse obéir. Ce qui va prévaloir, c'est le fait qu'on on va remettre l'ordre dans la rue, quelles que soient les conséquences. Par exemple, c'est les techniques de nassage où, au nom soi-disant de, je sais pas, une centaine de personnes qui vont avoir commis des actes violents ou en tout cas de casser du matériel, on va finalement s'en prendre à des milliers de personnes nassées au même endroit qui reçoivent exactement la même chose, ce qui s'est passé à la manifestation samedi dernier. Hein, les sceaux du cortège officiel ont été chargés. Moi, j'étais dans la manif loin des événements qui avaient lieu, des événements violents. On s'est reçu des lacrymogènes partout. Donc, le maintien de l'ordre coûte que coûte, c'est même au prix du droit de manifester. Et ça, c'est une technique qui s'est malheureusement développée. On nous dit que c'est au nom du fait que les manifestants seraient de plus en plus violents. Moi, je n'y crois pas du tout. J'ai connu les manifestations avec notamment les autonomes dans les années 70, où face à des policiers beaucoup moins équipés, c'était des cocktails Molotov qui étaient utilisés, ou même les manifestations de 68, quand tu les regardes, les manifestants, ils n'y allaient pas avec de la dentelle, quoi. Donc, moi, je ne crois pas à cette version de manifestants toujours plus violents. Par contre, la doctrine policière aujourd'hui du maintien de l'ordre, c'est on impose la loi, on impose l'ordre public coûte que coûte, et on ne fait pas la différence de qui est en face. Et ça, c'est clairement quelque chose qui a été aggravé avec ce gouvernement. Et M. Lallemand,
en est le symbole. Monsieur Lallemand, dont je rappelle que son fait d'armes, préfet de Bordeaux, c'était d'avoir déjà réprimé très durement les manifestations. Donc, il a été nommé à Paris pour ça, et même d'avoir expliqué qu'il était normal, félicitant même les policiers, qu'un député, mon collègue Loïc Prudhomme, se fasse taper dessus par la police, ce qui est inhabituel, enfin, quand même, jusqu'à maintenant. Donc, oui, tout ça, c'est une logique, une doctrine qui est appliquée et qui fait que les responsables, c'est avant tout les politiques, avant les hommes sur le terrain, je veux dire. Juste pour, parce qu'il y a souvent la question des black blocs qu'on voit arriver en début de cortège. Parce qu'il y a un débat, est-ce que le gouvernement le laisse faire? Parce qu'effectivement, il y a des violences, donc on ne parle pas du fond de la manif et on parle de ça. Et j'ai découvert, tu vois, il y a un article dans Valeurs Actuelles qui dit ce soir, il s'interroge, est-ce qu'il faut tirer à balles réelles sur les black blocs? Donc ça donne quand même un climat. Est-ce que le gouvernement, il y a une volonté de laisser faire aussi cette agitation-là en tête de manifestation ou pas? Écoute, je ne sais pas. Je sais pas s'il faut aller jusqu'à là. Par contre, il y a clairement la volonté de les utiliser pour, à un moment donné, contrevenir au droit de manifester. Voilà, samedi, ça a été clair. On va dire ce qu'on voudra. Il y avait quelques centaines de personnes devant, dont une partie qui voulait en découdre. D'où venait-il? Qui était-il? Parce que moi, on me dit que ceux qui prônent plutôt des manifestations, on va dire, offensives, comme on dit, sur ces deux manifestations, avaient plutôt dit qu'ils ne voulaient pas aller à l'affrontement parce qu'il y avait des gens des quartiers populaires, il y avait des exilés, justement. Donc, tout le monde est d'accord, en général, de ne pas prendre de risques. Bon, là, il y a eu ça, ces événements avec ces voitures brûlées. Je ne sais pas si la police... enfin, jusqu'où la préfecture a instrumentalisé ça, mais ils l'ont utilisé pour empêcher la manifestation de se faire. Ça, c'est sûr et certain. On ne pourra pas me dire qu'on ne peut pas intervenir sur une tête de manif qui est à 200 mètres 150 mètres, 200 mètres devant le cortège officiel et éviter de s'en prendre au cortège officiel. Voilà, c'est des techniques. Et la technique samedi, c'était de pas que la manifestation n'ait pas lieu. Tout ça, pourquoi? Pour non seulement faire en sorte qu'elle n'ait pas lieu samedi, mais surtout le but recherché, et c'est réussi, malheureusement, c'est surtout de dissuader des gens de venir samedi d'après. Parce que tu remarqueras que les images violentes de Bastille dans la manifestation, la première manifestation, ont dissuadé très certainement des gens de venir samedi dernier, parce que le réflexe de gens qui viennent rarement aux manifs, qui se disent là, ça vaut le coup parce que c'est les libertés, c'est pas d'aller prendre des risques physiques. Donc, ils restent chez eux. Voilà. Moi, je pense que le but est atteint à ce niveau-là. C'est une tactique de dissuasion. Alors, il y a une autre loi qui arrive aujourd'hui en débat qui est aussi extrêmement. C'était la fameuse loi séparatisme qui a été transformée, je relis, mais contre le respect des principes républicains aujourd'hui. Donc, on ne comprend pas, enfin, si on comprend le sens, mais il y a un problème avec la laïcité dans ce pays. Est-ce qu'il y avait vraiment urgence à poser cette loi-là à ce moment-là, en pleine crise sanitaire, économique et sociale, en fait? Écoute, alors d'abord, comme tu l'as noté, cette loi elle a sans arrêt changé de nom. D'accord? Elle a même, à certains moments, changé d'objectif. Première conférence de presse, le chef de l'État la dirige tout entière vers l'islamisme politique. Et même à l'époque, il commence à faire le lien aussi avec l'islam de manière générale, puisqu'il dit l'islam doit, je ne sais plus quel était le terme, mais en gros, c'était doit apaiser ses rapports avec la République, ou il y avait un terme là-dessus qui concernait plus seulement l'islamisme radical, mais l'islam en général. Et là, on parlait des lois sur le séparatisme. Ensuite, bon, il y a des choses dans l'opinion. Darmanin commence à parler de lois pour renforcer la laïcité. Ça a été la deuxième, épisode 2. Épisode 3, ça a été après les actes terroristes terribles qu'on a connus, notamment par rapport à Samuel Paty. C'est devenu une loi qui se faisait fort également d'agir sur le terrorisme et qui refaisait le lien, du coup, au nom des principes républicains, avec l'islamisme politique, faisant un lien, du coup, entre les actes terroristes et les formes fondamentalistes de l'islam. On en est là aujourd'hui. Donc, c'est une loi qui a beaucoup changé. Alors, moi, cette loi, elle pose plusieurs problèmes, en fait, en réalité. D'abord, c'est une loi qui a une lecture qui est donnée, qui a été redonnée encore par M. Castex aujourd'hui, qui fait mine en fait une loi, en gros, contre une seule religion, en tout cas contre la version d'une seule religion, qui serait celle de l'islamisme politique.
Mais on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'autres choses dans cette loi. C'est une loi fourre-tout. Et là, il faut regarder, j'allais dire, tous les pans de cette loi. Nous, notre analyse aujourd'hui, c'est qu'en réalité, à part peut-être quelques articles, et qui sont ceux, en l'occurrence, qui sont en train de disparaître, et qui pourraient tout à fait se retrouver dans d'autres lois sans agiter, justement, sans avoir tout ce discours discriminant, cette loi est négative sous bien des aspects. La première, et monsieur Castex l'a dit lui-même aujourd'hui, il l'a avoué lui-même, cette loi ne va pas avoir un effet sur les actes terroristes. Voilà. Pour avoir un effet sur les actes terroristes, c'est le renseignement, c'est donner des moyens à la police, etc., des moyens humains, notamment en termes de renseignement. Mais ce n'est pas quelques articles liberticides qui permettent, par exemple, comme ça vient d'être fait pour le CCIF, qui permettent, au nom par exemple, de protestations contre une loi supposée lutter contre le terrorisme, vous placez tout d'un coup dans le camp des terroristes. Bon, je dis ça a été fait pour le CCIF parce que c'est un des arguments qui est utilisé pour le dissoudre et qui fait que si on regarde bien le texte, toi et moi, on était contre la prolongation de l'état d'urgence parce qu'on estimait que l'état de droit pouvait lutter contre le terrorisme. Bah, on pourrait, au nom de ça, considérer que comme tu t'opposes à une loi qui, soi-disant, favorise la lutte antiterroriste, bah, tu es arrangé, tu peux tout d'un coup être rangé dans un fichier des actes terroristes. Donc, première chose, donc, ça n'a aucun effet sur les actes terroristes. Par contre, c'est le problématique liberticide. Deuxième chose, c'est effectivement cette lecture discriminante. Alors, comment elle est faite, la lecture discriminante? Elle est faite à partir de choses qui sont mises sur la place publique sans aucune étude d'impact. On ne sait pas quelle est l'importance de ces choses-là. Alors, je pense par exemple au mariage forcé, je pense au certificat de virginité, je pense à la question de polygamie. On s'aperçoit que d'abord, tout ça est déjà interdit par la loi, premièrement. Donc là-dessus, pourquoi on met ça dans une loi alors que c'est déjà interdit pour la loi autrement pour pointer une seule pratique? Deuxièmement, on s'aperçoit aussi qu'en général, c'est très résiduel et que quand ça a lieu, c'est loin de concerner une seule version de la religion musulmane. Par exemple, la question des certificats de virginité. Mon camarade Alexis Corbière a fait un peu une étude en Seine-Saint-Denis. On a nous-mêmes interrogé le préfet là-dessus, très franchement, et il y a beaucoup de gynécologues qui sont exprimés. Personne n'a vraiment connaissance de ça, et quand on en a connaissance, ce n'est pas forcément la religion musulmane qui est sur le sujet. Donc, on augmente des sujets, et à partir de là, on pointe une seule religion. Autre manière de faire, sur la question des fameuses écoles, des écoles hors contrat qui seraient des écoles dites coraniques. Alors d'abord, là aussi, on a l'impression que ça se multiplie, qu'il y en a plein. En Seine-Saint-Denis, il y en a eu 3 de fermés en quelques années. Et quand on demande au préfet de Seine-Saint-Denis combien d'autres peuvent passer sous cette appellation en Seine-Saint-Denis, il nous dit j'ai besoin des doigts d'une seule main. Donc c'est pas un fait. Alors, je dis la Seine-Saint-Denis parce que en général, selon M. Darmanin, il suffit de se pencher en Seine-Saint-Denis pour avoir des expressions d'islamisme radical. Donc tu t'aperçois que c'est pas si nombreux que ça. Et en plus, dans les gens qu'on a auditionnés, parce qu'on a auditionné des gens en vue de cette loi, on s'est aperçu que dans la religion musulmane, il y a certaines écoles coraniques qui sont en réalité l'équivalent du catéchisme. C'est-à-dire qu'elles ne visent pas à remplacer l'école tout court, mais à enseigner la religion. Donc voilà, on est en train de mélanger des choses, on est en train d'amplifier des choses pour tracer un paysage qui serait le fait, comme le souhaitent certains, qu'aujourd'hui, les versions fondamentalistes de l'islam sont le plus gros problème de ce pays et que, du coup, il conviendrait d'agir sur une réalité qu'on amplifie. Et au nom de ça, troisième aspect de cette loi, c'est qu'on restreint des libertés publiques. Parce que moi, je veux bien que dorénavant, ça soit un préfet qui puisse juger de ce qu'est une association cultuelle, de savoir au nom de... On ne sait pas exactement les éléments, mais de savoir si elle respecte les principes républicains. Mais on voit bien que ça peut être tout d'un coup le fait que l'État se mêle de la vie des religions. Et alors que là encore, les lois existent. Il y a des lois qui punissent ce qui est appel à la haine, ce qui est le fait de fomenter des choses contre l'État. Enfin bon, il y a des lois qui existent. Donc là, on est en train de mettre quelque chose, entre guillemets, de subjectif qui
qui fait que, en réalité, l'État, finalement, pourrait décider de ce qu'une bonne façon d'appliquer la religion. Ben, moi, non. Moi, je ne reconnais pas les religions. Enfin, je ne reconnais pas en tant que député, en tant que représentant de l'État, je ne reconnais pas des religions par rapport à d'autres et je ne me permets pas, à partir du moment où elles respectent les lois, je ne me permets pas de juger si telle religion, l'enseignement de telle religion me plaît plus qu'une autre, parce que ça veut dire sinon que c'est des religions d'État. Et là, en réalité, on s'aperçoit que, sous prétexte soi-disant de renforcer la laïcité, on affaiblit la loi de 1905, qui est une loi non pas de neutralité, mais qui est une loi qui afin de faire respecter la liberté de conscience, de croire ou de ne pas croire, et donc la liberté de culte, dit que les religions ne se mêlent pas de l'État, mais l'État ne se mêle pas non plus de la vie des religions si elles respectent la loi. Donc on voit bien que, et enfin, dernier aspect, on s'aperçoit même que dans cette loi, on revient sur certains dispositifs qui vont permettre de financer le culte, par exemple, par rapport à ce qu'on a appelé les biens de rapport, c'est-à-dire qu'en gros, une religion pourra faire des profits sur des bâtiments qu'elle a en sa possession, et donc avoir des financements qui n'auront pas de lien avec le nombre de fidèles qui sont celles de cette religion. Bon, donc tout ça est problématique. Moi, je ne reconnais pas à l'État le droit d'aller ni permettre le financement par ce biais de religion, je n'ai pas envie de financer les religions par ce genre de système, ni de se mêler de ce qu'est une bonne religion ou pas, à partir du moment où elle respecte les lois. Mais ça, il y a déjà des lois qui le permettent. Et dernier point je commence à être long, mais soi-disant, c'est une loi pour les principes républicains. Mais je suis un peu étonné parce qu'il y a un aspect qui n'est pas du tout dans cette loi, qui est peut-être le séparatisme le pire, qui est le séparatisme des riches. D'accord ? Les ghettos de riches en France, on les connaît, c'est-à-dire des endroits spatials organisés où les riches vivent entre eux. Pinson-Charlot l'ont très bien analysé dans le 16e arrondissement de Neuilly. Et en plus de ça, là, on peut dire que c'est du communautarisme parce que c'est eux qui imposent leurs lois à la République en réalité. Et tout ça, tu n'en vois pas trace dans la loi. Il n'y a rien là-dessus ou quasiment rien. Et encore, même, il y avait des articles un peu sur la question de la mixité. Apparemment, c'est des articles qui sont en train de sauter. Bon, donc pour tous ces biais, c'est une loi dangereuse parce qu'elle peut apparaître comme discriminante, une loi qui en réalité enfreint la laïcité et qui, sans remettre en question, par exemple, le concordat d'Alsace-Moselle que nous voulons remettre en question, sans remettre en question le fait que le président de la République a le titre de chanoine de Latran. Donc en réalité, ça ne va pas dans ce sens. Et c'est une loi, pour bien des aspects, qui est concordataire et liberticide. Donc c'est les raisons pour lesquelles on va batailler contre. Justement, il y a une très forte bataille idéologique qui va s'amorcer, puisqu'on voit le climat là-dessus. Ça doit être quoi le rôle de la gauche? Parce qu'on voit déjà qu'elle est en train, sur cette question-là, il y a quand même des prises de position, y compris au Parti socialiste, qui interrogent et qui posent question. Comment la gauche elle doit se positionner sur cette loi-là et comment on va arriver à inverser le rapport de force? Parce que tu ne penses pas qu'on a un peu perdu quelque part la bataille idéologique dans la société? Oui, alors, d'un côté, si tu veux, si on regarde ce qui vient de se passer sur la loi sécurité globale, il y a quand même un peu de quoi espérer. Parce que la loi sécurité, enfin la proposition de la sécurité globale, franchement, le gouvernement se disait, bon, on va s'appuyer sur le sentiment d'insécurité des Français. Ils avaient préparé le terrain tout l'été avec des chiffres plus ou moins manipulés. Et puis à partir de là, ça va rouler, on va apparaître aux yeux des Français comme ceux qui justement respectons leur droit à la sécurité. Bon, et puis ça ne s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire que quand même, il y a eu une bataille qui a été menée pour montrer que c'était une loi dangereuse pour la liberté d'expression, c'est l'article 24, mais aussi pour la surveillance généralisée avec les drones, plus l'histoire du continuum qui donne plus de pouvoir aux polices municipales au risque d'inégalité sur le territoire, selon que tu as des moyens ou pas d'avoir une police municipale efficace. Et globalement, progressivement, ça a quand même fait les manifestations sur lesquelles on a constaté où ça a été les plus grosses manifestations depuis le début de l'épidémie, beaucoup de jeunes dans la rue, et donc avec une vraie bataille d'opinion. Donc, toi, cette bataille qu'on pensait perdue, finalement, je ne dirais pas qu'on l'a gagnée, mais enfin, le rapport de force a quand même obligé le gouvernement à reculer. Alors ça, plus des instances comme l'ONU, qu'on considérait que c'était une loi liberticide, des associations, etc.
Je me dis que la même bataille peut être menée au niveau de cette nouvelle loi, c'est-à-dire au nom des principes laïques, réellement des principes laïques, et non pas de ceux qui utilisent la laïcité comme une arme contre une seule religion, suivant en ça le Rassemblement national, et malheureusement ça va très loin, ça touche même certains secteurs de la gauche, au nom justement des principes d'égalité, et puis au nom de refuser, j'allais dire, toute mesure liberticide et toutes les mesures liberticides. Voilà, moi je pense qu'il faut mener la bataille. Alors on n'est pas beaucoup à l'amener, tu as raison au départ, mais on n'était pas beaucoup à l'amener sur la loi sécurité globale, et puis progressivement on a été rejoint quand même. Voilà, donc je dirais que les seules batailles perdues, c'est celles qu'on ne mène pas, donc celle-là, il faut qu'on la mène. Il y a un autre sujet qui va imposer une bataille. Il y a beaucoup de batailles à mener. On a découvert ce soir, j'ai vu une alerte Libé qui dit qu'Emmanuel Macron confirme qu'il va passer sûrement en force sur le projet Hercule qu'ils veulent intégrer dans la loi climat. Là aussi, il y a un danger et on ne comprend pas bien, si ce n'est l'injonction à répondre à un modèle libéral, de passer, de détruire un service public dans une période comme on le connaît, quoi. C'est quand même incroyable, ça aussi. Alors, de façon à obéir au modèle libéral, oui. Peut-être aussi de façon à, je veux dire, contenter certains amis de M. Macron, quoi. Parce que là-dedans, il y a des intérêts de classe quand même. C'est-à-dire des intérêts de ceux qui pourront tout d'un coup devenir actionnaires d'une poule aux œufs d'or. Puisque là encore, le projet Hercule, enfin, tu le connais comme moi, mais je le rappelle aux internautes, c'est un projet où on dissocie, comme on l'a déjà fait EDF. Il y a l'EDF qui rapporte rien, qui reste à l'État, pour aller vite, c'est-à-dire notamment celui qui gère les centrales nucléaires. Et puis il y a l'EDF qui rapporte, qui deviendra un EDF vert et qui, lui, sera, au fur et à mesure démantelé, vendu aux intérêts privés. Bon, donc on socialise les pertes et puis on privatise les bénéfices. Bon. Mais ça, il y a des gens qui ont intérêt à ça. Donc moi, je pense que la question, elle n'est pas seulement idéologique de la part d'Emmanuel Macron. Qui a élu Emmanuel Macron, qui a soutenu Emmanuel Macron dans sa campagne. On le sait bien en termes en termes de dotation, en termes de donation à la campagne. Donc moi, je crois, et n'oublions pas qu'il vient du monde financier, Emmanuel Macron. Ce n'est pas une injure de lui faire que de le constater. Donc voilà, je pense qu'il y a des intérêts bien sentis derrière cette histoire. Et ce n'est pas un hasard, à mon avis, si dans les mesures qu'ils veulent essayer de prendre avant la fin du mandat, il y a celle-là. Parce que celle-là, c'est monnaie et trébuchante pour des intérêts financiers. Et tu as raison de dire que c'est un vrai problème. Pourquoi c'est un vrai problème? C'est que jamais peut-être, et la crise épidémique le montre, la question du bien commun n'a été aussi fortement posée et le bien commun ne peut pas être soumis aux lois du marché. Voilà, c'est ça, à mon avis, la règle. Et l'énergie, dans la question climatique qui nous est posée, encore moins que d'autres. Ce n'est pas le marché, ce n'est pas les profits, ce n'est pas le court-termisme qui peut décider de quelle énergie on choisit, comment on la choisit, quelle politique on applique. Ça, c'est tout sauf ça. Et moi, je mettrais en lien ce qui se passe avec le projet Hercule avec ce qui s'est passé pour General Electric, où une des filiales, enfin, une des boîtes de General Electric, celle de Villeurbanne, alors qu'elle fait des profits, qu'elle produit, les ouvriers de Villeurbanne produisent des disjoncteurs, ils m'ont expliqué ça l'autre fois à l'Assemblée, qui sont les seuls dans le monde à produire, eh bien, on nous explique que cette boîte va fermer pour être délocalisée en Chine ou en Italie. Ben, c'est le même problème. Moi, je suis pour qu'il y ait un pôle public de l'énergie, qui aille de la production, donc y compris avec des secteurs comme General Electric, qui n'auraient jamais dû être vendus d'Alstom à General Electric, jusqu'à la production et la distribution de l'énergie. Donc ça s'oppose au projet Hercule, comme tu peux le constater. Il faudra là aussi qu'on se mobilise. Alors on va finir là-dessus. C'est peut-être pas la question la plus simple, mais tu vas parler de la fin du mandat d'Emmanuel Macron, ce qui veut dire élection présidentielle. Tout le monde en parle et on a évidemment Jean-Luc Mélenchon qui a déclaré sa candidature. On voit que dans les autres partis de gauche, ça bouge. Chacun veut y aller. Bon, voilà. On connaît la musique, malheureusement, c'est le rassemblement et après beaucoup de candidatures. Je suis jeune militant, j'ai connu ça depuis quelques élections. Est-ce que la candidature de Jean-Luc Mélenchon, elle permet encore le rassemblement ou est-ce que c'est une candidature qui ferme la porte au rassemblement? Parce que c'est un peu comme ça que ça se pose. Alors, je grossis le trait exprès pour que derrière tu Oui, puisses rebondir. t'inquiète. Mais Alors, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai- quelle est la clé pour que la gauche puisse reprendre le pouvoir et créer des nouveaux horizons pour toute une génération qui aspire à autre chose? bah, de créer les conditions pour qu'on ait un candidat de gauche qui soit au deuxième tour des élections. Euh, alors donc, comment on fait? Déjà, j'observe une première chose, je te ferai remarquer, c'est que
c'est pas nous qui, entre guillemets, avons déclenché justement des candidatures qui excluent le rassemblement. Europe Écologie n'a pas encore son candidat, mais ça fait un bout de temps qu'ils ont dit qu'ils auraient leur candidat. Et tu sais comme moi que dans les discussions actuelles sur les régionales, qui à mon avis, pourraient être traitées de manière différente, parce que les enjeux ne sont pas les mêmes, nos amis d'Europe Écologie considèrent que s'il y a des accords dans les cas rares où il peut y avoir des accords en dehors d'eux, c'est derrière eux. Donc j'allais dire le côté comme ça, on crée des conditions qui ne permettent pas le rassemblement. Moi, qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas champion du monde. Tu vois, il y en a d'autres qui sont très forts là-dessus. Tu l'as dit, il y a toute force. Hein. Pour l'instant, je constate que Fabien Roussel répète un peu partout qu'il sera candidat, qu'il y aura un candidat communiste. Bon. Donc, on n'est pas les seuls. Alors maintenant, à partir de là, quelles sont les meilleures conditions? Alors d'abord, une première chose, c'est que le terme de gauche ne résume pas tout. Moi, je continue à considérer qu'il y a en gros deux lignes quand même, et que ces deux lignes, et c'est ça qui en réalité explique la situation dans laquelle que je suis en train de décrire, ces deux lignes, c'est compliqué de les voir ensemble au premier tour. C'est la ligne d'accommodement avec le système, qui était la ligne majoritaire à gauche pendant très longtemps, avec le Parti socialiste qui a évolué vers un social-libéralisme depuis des années, et notamment en accélération à partir de 2005 sur le traité constitutionnel européen, qui a été, j'allais dire, incarné parfaitement par le quinquennat de François Hollande. Et puis, il y a une ligne de rupture. Et la ligne de rupture avec le système, le néolibéralisme, le productivisme, la crise épidémique qu'on connaît aujourd'hui montre qu'elle est encore plus que nécessaire. Ce n'est pas juste un problème d'affichage. C'est le fait qu'on ne pourra pas changer les choses si on n'a pas une alternative en positive, systémique par rapport à ce qu'on vit. Et donc, inévitablement, il y aura un candidat qui va représenter ça, ou une candidate. Bon. Moi, je pense que le mieux placé aujourd'hui, pour plein de raisons, qui sont liées peut-être avec la force sur laquelle il s'appuie pour le moment, les groupes parlementaires sur lesquels il s'appuie, la personnalité du personnage aussi, qui a un rôle malheureusement dans la Ve République. On pourra dire ce qu'on veut, mais comme nous, on pense que ça passe d'abord par les urnes, une révolution citoyenne, ça veut dire qu'il faut aussi être capable d'assumer ça. Je continue à considérer, raison pour laquelle j'appuie sa candidature, que c'est Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ça veut dire que pour autant c'est une candidature qui vise à être isolée, enfin en tout cas uniquement sur France Insoumise? Non, nous on ne dit pas ça. On dit il y a celle-là, il y a un programme, on a prévu, en l'occurrence, a priori moi qui vais m'en occuper, d'aller voir tous les partis pour discuter du programme qui pourrait soutenir, qui pourrait se rassembler avec la candidature de Jean-Luc, et pour aller vers ce qu'on appelle nous une fédération populaire, c'est-à-dire que c'est un cadre plus large de partis politiques, d'acteurs sociaux, citoyens, d'associatifs et autres, pour essayer d'être capable d'aller au deuxième tour. Voilà, une candidature du coup qui rassemble très largement tous ceux qui, pour aller vite, se retrouvent encore sur des valeurs de gauche qui sont, bon an, mal an, normalement celles de la rupture et pas celles de l'accommodement avec le système. Voilà, j'ai pas d'autres. Pour l'instant, en tout cas, là aujourd'hui, je pense que c'est la seule façon d'arriver au deuxième tour. Je ne crois pas une gauche. Je ne crois pas une gauche d'accommodement capable d'aller au deuxième tour des élections. Je ne crois pas parce que ça ne répond pas. En partie déjà, l'espace est un peu pris par Macron quand même, malgré tout, dans ce qui lui reste un peu de. Et puis d'un autre côté, je crois que les gens, ont été vaccinés contre le quinquennat de Hollande et qui ne sont pas prêts de replonger là-dedans. Mais merci Eric pour ce moment que tu nous as accordé et sûrement à samedi dans la manifestation. On se retrouve samedi. Merci Thomas de l'invitation. À bientôt. À toi.